qui décrit d'abord un phénomène, et c'est ce qui se passe, et c'est comme ça qu'il travaille, hein, en fait. Décrivez, je vous l'ai dit la dernière fois, j'ai travaillé avec vos camarades de M2, par contre, au début, à 11h, sur un texte de 1927, d'un Allemand qui s'appelle Siegfried Kracauer, qui est un intellectuel nomade, qui a dû migrer, qui a écrit sur les formes de culture, entre autres, de culture de masse des années 20, celles auxquelles il était confronté. Le cinéma, le roman policier, mais aussi, et c'est ce texte que j'ai publié ce matin avec eux, sur les ballets, plutôt sur les revues de girls, voilà, qui étaient dans une sorte de mécanique de la danse et pas du tout l'inverse de l'improvisation. C'est quelque chose qui est millimétré, etc. Et dont Kracauer fait une analyse en 27 qui ouvre au moins dans deux directions sur ce rapport mécaniste. On efface les individualités. Elles ne sont pas là pour être des femmes singulières, chacune à côté les unes des autres. Elles sont là pour être une unité de mouvement. Donc, c'est abstrait. Donc, il y a plein d'éléments comme ça dont il décrit d'abord la surface pour après montrer que c'est en interaction, en analogie complète avec le mode de fonctionnement de la société qui est celle de l'industrialisation, qui est celle de la mécanisation, du temps des masses, de l'effacement des individualités, du vide qui se creuse dans les individus et qui est occulté comment? Par l'ornement. Le texte s'appelle l'ornement de la masse. L'ornement de la masse, c'est les corps des danseuses qui sont pratiquement asexués, qui sont désubstantialisés, qui sont juste des mouvements, des éléments à l'intérieur d'un mouvement de masse. Il y a deux choses qui se rattachent à ça. Il y a ce qui se passe dans la comédie musicale hollywoodienne, où vous avez l'entrée de ces formes de ballet avec les immenses troupes qui sont en général justement vues depuis le haut pour bien qu'on voit le mouvement de masse et pas du tout les singularités. Et puis l'autre articulation, c'est ce qui se passe dans la montée des totalitarismes, c'est-à-dire la mobilisation des masses, mais au sens, cette fois, de l'enregimentement militaire des corps. Et ça, c'est parfait. On peut prendre deux films de 33-34, une comédie hollywoodienne et un film allemand de propagande de l'époque, qui est aussi un film très intéressant du point de vue cinématographique, qui est le Triomphe de la volonté de Leni Riefenstahl, qui a fait deux films de propagande au moins, explicites, enfin, sur commande de Hitler. Et le premier, Triomphe des Willens, le Triomphe de la volonté, c'est d'abord un avion. Vous êtes d'abord dans les nuages, dans les airs, puis vous arrivez, donc vous avez des plans d'ensemble comme ça, et puis après ça va être les plans sur les masses de SA, etc. Mais pas que dans les grands mouvements, aussi dans la fragmentation des corps, comme vous avez les jambes des danseuses, ou les bras, ou etc. Et la façon dont le film est construit, du point de vue cinématographique, c'est absolument passionnant. Comment le cadrage, comment la construction du plan est en fait un texte politique explicite. Bon, je referme ma parenthèse, mais tout ça pour vous dire, voilà, tous les objets qui... Et c'est ça, le texte de Kracauer, je leur ai donné, je peux vous le donner aussi, bien sûr, parce qu'il a un petit paragraphe qui est le premier, qui est une sorte de définition de méthode que je trouve très, très juste, en 10 lignes, qui s'applique aux études culturelles. C'est-à-dire partir des phénomènes banals, infimes, de la surface, de l'expérience, voilà, pour aller creuser et regarder quelles sont les articulations idéologiques, politiques, etc., qui sont dessous et qui sont en liaison. Donc voilà, vous pouvez prendre tout ce que vous voulez. Juste, après, de vos camarades, juste là, 10 minutes avant que vous n'arriviez, est venu me voir pour savoir si elle pouvait faire un exposé sur la question de la culture travestie, etc., une perspective historique. J'ai dit, mais à fond les ballons, bien sûr. Vous prenez, moi je vous donne 2 films, et puis vous me faites un exposé sur la culture du drag queen depuis, même ne serait-ce que les années 90, qui est le grand moment de reconnaissance de visibilité. Elle existe depuis les cabarets berlinois des années 10. Hein. Et même probablement au-delà, si on regarde la culture de cours, si voilà. Bon. Donc tout ça, c'est impeccable. C'est très vaste. Et l'idéal, ça serait que vraiment, voilà, vous veniez me voir en disant, ben moi j'ai envie de parler de tel objet. Je ne vois pas pourquoi je vous dirais non, sauf encore une fois si vous me proposez
un sujet qui est hors des clous, mais vous voyez que les clous, ils sont larges quand même. Donc ça, n'ayez pas peur, et vous aviez levé le bras. Ben oui. Bien sûr. Ben, bien sûr. Pourquoi ? Un, c'est un film, on pourrait dire emblématique, générationnel. Deux, c'est un film caviardé. Vous ne voyez pas du tout la totalité de ce qui a été filmé à Woodstock. Ça, c'est déjà très intéressant. Qu'est-ce qu'on a enlevé ? Qu'est-ce qu'on a laissé ? En gros, on a laissé le spectacle. Et tout ce qui est autour, c'est-à-dire la protestation politique, pardonnez mon langage cru, mais les partous dans la boue, tout ça c'est effacé, vous ne voyez pas ça. Pourtant, c'est Woodstock. C'est vraiment un événement, en fait. Oui, mais je parle de l'événement, précisément. Mais le film lui-même, il est une réduction de l'événement, et ne serait-ce qu'étudier ça, c'est déjà mettre les deux pieds dans le plat. Et après, il n'y a pas... Ça ne s'arrête pas là, Woodstock. Il y a un grand moment de retour. Ben, vous voyez, on recycle les décennies. Dans les années 90, on a recyclé un peu les années 60. Il y a un film qui a été un peu marquant pour ma génération, en fait. C'est quand Oliver Stone, qui est quand même un réalisateur assez massif, fait un film sur les Doors, sur Jim Morrison. Voilà. À partir de ce moment-là, tout le monde s'est mis à redécouvrir les Doors, la culture rock californienne, au-delà la culture psychédélique dans son ensemble, etc., etc. Donc, Woodstock, comme phénomène générationnel, mais comme phénomène aussi qui, justement, recyclé, qui revient, qu'on remonte régulièrement pour faire des bilans, la génération de 68, qu'est-ce qu'ils sont devenus, comment... Bien sûr. Non, passionnant. C'est tout à fait... Quelle vision on a aussi de Woodstock 50 ans après, 60 ans après. L'idéal, ça aurait été ça, effectivement. Que vous ayez... Alors moi, je vous parle de la naissance des études culturelles, donc je vais y revenir, on va parler des Beatles, on va parler de choses comme ça, de la littérature anglaise de l'époque aussi. Mais l'idéal, ça serait qu'après, il y ait... parce que là, sinon, ça va être un cours magistral non-stop. C'est vraiment pas l'idée. À vous de proposer des études, en fait. Un peu, si vous voulez, je pars de cette... Ça, on peut aussi revenir dessus, sur la... je pense que je vous ai dit d'où ils venaient, je vous ai aussi signalé l'importance que jouent dans leur formation à eux, les gens qui vont créer Birmingham, de l'éducation populaire. Ils en sont les produits et ils en sont les transmetteurs. C'est vraiment des gens qui ont bénéficié, en fait, de ce qui, pour le dire rapidement, est le mouvement de démocratisation de la culture et des études depuis la reconstruction, depuis la après-Seconde Guerre mondiale, mouvement dont nous sommes tous les produits, voilà. Mais eux les premiers, c'est la première génération, grosso modo, de gens qui ne viennent pas des classes dominantes, mais par le jeu des politiques publiques volontaristes qui sont construites dès les années 30, mais surtout après-guerre, en Angleterre en particulier, mais pas que, vont pouvoir accéder tout simplement aux études supérieures, par le biais des études supérieures à des métiers, à des fonctions, etc. Autrement dit, et c'est ça qui est intéressant chez chez Hogarth, par exemple, qui va être lui, et ça c'est le chapitre sur le boursier dans son livre qui est passionnant, qui est le dernier, qui est vraiment le cœur de l'autobiographie intellectuelle. Voilà d'où je viens, voilà qui je suis, voilà où je vais. Et cette importance du tracé, du parcours, elle se traduit chez eux, parce qu'il n'y a pas que lui qui est concerné, par le fait qu'ils vont d'abord, ça je vous l'ai dit en vous disant c'est périphérique, mais ils vont d'abord, pendant au moins une décennie, enseigner dans les structures de cours à destination d'adultes issus des classes populaires qui travaillent, donc les cours du soir. Mais qui vous avez au cours du soir ? Vous n'avez pas le public d'Oxford et de Cambridge. Ça veut dire que par leur expérience personnelle, leur vécu, leur expérience vécue, et par le choix
pédagogique qui est le leur pendant au moins un premier temps de leur carrière, ils sont les chevilles ouvrières de ce mouvement, qui est un mouvement qui les dépasse, qui est un mouvement lié à l'évolution, à la transformation des sociétés occidentales depuis l'après-guerre, qui est un mouvement très général de démocratisation de la culture, qui consiste non pas à dire « Ah ben, voilà, la grande culture, elle est là », et ça, par contre, dans la culture du pauvre d'Hogarth, c'est vraiment passionnant. La grande culture, elle est là, et puis on va vous l'imposer d'en haut parce que vous êtes les classes pas cultivées. Il s'agit d'amener les classes populaires vers un seuil d'éducation qui est celui produit dans le contexte académique, mais il est aussi question de regarder la culture, je dirais, en acte dans ces classes-là, ou dans ces catégories sociales-là, et de la valider, de la valoriser, de dire non, elle a une expérience vécue à une certaine valeur, et on va légitimer, d'une certaine façon, le regard qu'on porte sur ce qui, jusque-là, était plutôt dévalorisé, voire totalement évacué du spectre. Et ce mouvement dont ils sont des acteurs, il n'y a pas qu'en Angleterre, vous le trouvez en France avec le ministre de la Culture de Gaulle de l'époque, qui s'appelle André Malraux, avec tout le mouvement, disons, d'après-guerre, de construction des maisons des jeunes et de la culture, des MJC dans les quartiers, etc. Tout ça, c'est la même idée politique. C'est une idée, quand même, effectivement, qui vient plutôt de la gauche, de la pensée émancipatrice. C'est pas un gros mot. Aujourd'hui, on a presque l'impression que c'est un gros mot, mais le gouvernement d'après-guerre en Angleterre, il est travailliste. Déjà, rien en soi, c'est quand même un truc choc. Ils vont pas garder le pouvoir pendant longtemps, ils vont le reprendre après dans les années 60, justement. Mais enfin, l'après-guerre, il est porté par quoi? Par ce qui est la social-démocratie, en fait. Et le programme d'émancipation populaire par la culture, par l'accès à la culture, est quelque chose qui est un bien commun de la pensée social-démocrate européenne. Voilà. Donc ce sont vraiment des politiques publiques. Il y a quelque chose qui relève vraiment de la décision d'État de transformer le paysage social des pays. Parce que l'idée de fond, si vous voulez, c'est que quand même l'Angleterre, elle a pris cher aussi, la France pas mal, l'Allemagne aussi beaucoup, mais enfin l'Angleterre, ils ont quand même bien été bombardés. Donc il faut reconstruire. Et tant qu'à faire, on va essayer de reconstruire aussi quelque chose qui est une société. Et c'est dans ce contexte-là que l'idée de rendre les gens plus cultivés, mais au sens très général du terme, leur donner « The uses of literacy », le titre anglais, c'est ça. Les usages de la maîtrise de l'alphabet, de l'alphabétisation. Donner la maîtrise de la langue, donner la maîtrise de la culture. Les choses se feront après d'elles-mêmes. Oui, vous levez la main depuis tout à l'heure. Deuxième main levée. Par rapport à des techniques pour vos attentes de l'oral, est-ce que vous avez une durée particulière ou un maximum minimum? Une vingtaine de minutes, ça suffit. Vous venez, c'est vraiment. Alors, pourquoi je suis parti sans détour? Je suis un esprit. Mick Jagger, il a une chanson que j'aime beaucoup qui est I'm a wandering spirit. Je suis un esprit errant. Je suis un peu comme ça, et donc je fais beaucoup de détours. J'essaye de ne pas perdre mon fil. Des fois, je le perds, des fois non. Pourquoi je suis parti dans toute cette explication là, plus en détail que ce que j'avais pu vous dire? Voilà, là j'ai perdu mon fil, par exemple. C'était très clair, et il y a eu comme un coup de ciseau. Je suis parti pour tout simplement vous dire, c'était lié à la réponse que j'apportais concernant les exposés. Donc, oui, voilà, les stratégies d'enseignement. Ils ont donc un public auquel ils ne peuvent pas s'adresser comme on s'adresserait à un public académique oxfordien. Bon. Ça va demander quand même ça, une grande capacité à inventer des méthodes pour transmettre. Parce que fondamentalement, la fonction, c'est transmettre. Transmettre un bagage culturel, au sens très large, des références, des outils d'analyse, enfin bref, transmettre. Je pense que les méthodes qui sont développées à Birmingham au début, et qui sont des méthodes de recherche justement déhiérarchisées, en tout cas
par rapport à ce qu'on peut avoir dans le contexte académique global d'époque, certainement très déhiérarchisés de fait, viennent de l'expérience d'enseignement antérieure qu'ils ont dans ces contextes de cours du soir aux ouvriers, grosso modo. Et notamment le fait d'avoir la relation, si vous... Alors là, je suis encore sur une estrade, mais je peux très bien me mettre sans estrade. Voilà, la question de la relation entre les enseignants, les étudiants, est un petit peu effacée. En tout cas, on cherche à la rendre moins criante que dans l'enseignement ex cathedra, où vous êtes effectivement perché, et puis votre bon peuple estudiantin vous écoute en contrebas. Voilà. C'est cette hiérarchie-là qui est aussi touchée directement par les modes d'enseignement, qui sont plus d'ailleurs des modes de recherche en collectif que des modes d'enseignement. Donc c'est un peu ça qui m'inspire. Je reconnais mes sources. Les études culturelles, c'est très important dans le contexte des études culturelles de toujours situer d'où vous parlez, en fait. Parce que c'est ça qui donne une coloration à ce que vous allez dire. Donc voilà, moi je situe mon propos là, sur ce plan précis, très clairement dans cet ancrage. Je vous propose tout simplement de venir parler d'objets qui vous intéressent, qui vous concernent, et d'en faire un objet de discussion générale. Voilà. Si vous préférez, ben là maintenant c'est râpé, vous inquiétez pas, vous êtes trop nombreux, il n'y a plus assez de séances, donc vous ne passerez pas tous à l'oral. Mais ça serait quand même bien qu'il y en ait qui passent à l'oral. Voilà. Après, j'accepte sur Woodstock, j'accepte, vous voulez, vous êtes, si ça existe encore, fan des Rolling Stones, vous voulez me parler de la naissance des Rolling Stones, oui, allons-y, il n'y a aucun problème. Ou d'autres formes de culture. C'est vous, je crois, qui avez parlé, ou peut-être c'était en privé, vous m'avez parlé ou c'est votre projet de mémoire, je ne sais plus, sur une culture spécifique en Martinique. Ben voilà. Vous voyez, c'est ça qui... Pardon ? C'est vous qui en référence, et je pense que oui, c'est moi qui suis votre référence. Mais je peux... Non, il y a quelqu'un qui est très fort, enfin, Madame de Chauffour, elle est vraiment spécialiste, mais c'est pas... la Martinique, elle est spécialiste de tout ce qui est spectacle vivant, en particulier en Afrique, mais je sais qu'elle travaille aussi sur les Caraïbes. Donc, je pensais plutôt à elle, mais moi, ça m'intéresse. Donc, voilà, je suis assez... je suis pas... Mais je peux pas tous vous prendre. Je sais pas que je veux pas. Je n'ai qu'une vie et qu'un seul cerveau. Malheureusement, j'ai pas encore réussi à en cloner un deuxième à l'extérieur. Donc, voilà, je peux pas, tout simplement. Mais c'est pas que vos sujets m'intéressent pas. Voilà. Mais je suis obligé d'essayer de répartir. Donc voilà, essayez de penser ça, non pas dans une relation, c'est un exposé, vous avez un peu peur parce que la note, etc. Vous venez parler d'un thème, d'un sujet, d'une question, de quelque chose qui vous anime, qui peut être tout à fait en corrélation avec votre mémoire. Je pense par exemple au Brésil, parce que vous avez proposé aussi comme relation. Il faut que je vous dise un truc d'ailleurs là-dessus. Mais c'est, voilà, quelque chose... je pense qu'il n'y a pas grand monde qui connaît la situation. Donc voilà, en fonction de ça, c'est pas grave si votre oral et votre dossier, c'est la même chose. En fait, je m'en fiche un peu. Voilà. Il y a une fiche mémoire. Oui, alors, sur Moodle, où est-ce que ça se trouve ? Il y a... Alors, là, c'est pas... Il me faut tout. Je suis pas un grand praticien de Moodle. Je pense que ça se trouve dans Information générale. Rentrée, calendrier, mémoire de Master 1. C'est ici ? Voilà. Merci. Alors, si, j'ai une chose très importante à vous dire. Vos camarades de l'EAD vont croire que je suis déjà à moitié sous. Je vous rappelle que ce soir, il y a le pot de rentrée du master. Voilà, il est vraiment organisé pour vous. J'ai prévenu tout le monde.
Je dois rappeler ce matin au groupe de M2 que c'était ce soir. On va peut-être d'ailleurs s'arrêter 10 minutes avant pour pouvoir descendre et que je sois prêt à organiser tout ça. J'espère qu'il y aura des collègues pour que justement vous puissiez rencontrer un peu les gens, voir des têtes que vous n'avez pas forcément en cours, mais qui sont susceptibles de vous diriger. Je peux même, pour répondre à votre indirect souci de tout à l'heure, faire appel à des collègues qui ne sont même pas dans la liste à la fin du livret, en fonction de vos sujets. Je vous donne un cas. Il y a une de vos collègues qui est en EAD, qui est une jeune femme qui est chorégraphe, qui vient de fonder sa troupe. Elle travaille sur la danse contemporaine et sur des problématiques très spécifiques de danse contemporaine. Il n'y a personne dans le master qui est potentiellement capable de la diriger. De façon intéressante pour elle, de loin, je peux lui dire la même chose que vous. Moi, je suis plutôt un esprit curieux, donc un truc que je ne connais pas, en général, j'ai plutôt envie de dire oui, expliquez-moi, que ce n'est pas ma tasse de thé, je ne suis pas spécialiste. Ce qui est un autre discours que vous pouvez entendre. Mais il se trouve qu'on a ici à Montpellier aussi un master spécifique, lié à la danse, aux pratiques de danse contemporaine, et qui a une collègue qui est responsable de ce master, qui est spécialiste des problématiques auxquelles touche cette jeune femme. J'ai contacté la collègue, je les ai mis en contact, et évidemment ça a fait tilt tout de suite. Voilà. Donc ça c'est possible, mais c'est pour ça que j'ai besoin de vos fiches en fait. Voilà. En fonction des propositions, des sujets. Il y a, si vous êtes sur le monde latino-américain, pareil, je viens d'orienter une de vos collègues qui est espagnole, qui est en M2, qui travaille sur les relations entre l'Espagne et l'Amérique latine. Bon, je l'ai orienté vers une collègue hispaniste spécialiste de ces questions-là. Voilà, donc le pot ce soir après le cours, en fait, direct. Bassez au moins, autrement je ne sais pas, je ne peux pas tout manger tout seul, c'est pas possible. Donc, venez. J'espère qu'il y aura des M2, j'espère qu'il y aura aussi d'autres enseignants. Et puis, c'est aussi le moment où voilà, je peux discuter avec l'une d'entre vous de façon plus singulière. Oui. À 18h, oui. Voilà, dans le hall d'entrée du bâtiment, là où il y a le bar, en fait. Et le bar. Normalement, c'est cet espace qui est réservé. Bon, voilà, donc j'ai fait le tour dans encore tous les sens. Et puis, en même temps, je vous ai redonné des éléments un peu de réflexion sur ce qui est, en fait, mon propos de cours fondamental, qui est cette introduction à la première période des études culturelles. Donc on fait des allers-retours, on aborde des choses, puis je reviens dessus après. Et puis on a aussi un texte normalement à étudier, lui, qui est un peu le support. Donc on va y venir, mais voilà quelque chose, par exemple, de très intéressant qu'il faudrait faire dans un délai assez court. Je vous ai proposé 2 chapitres dans le cours, 2 chapitres sur le extrait d'Hogarth, de mémoire le 3 et le 6. Ça serait très bien qu'il y ait une présentation de ces chapitres. Vous voyez, là, c'est pas compliqué. Vous lisez le chapitre, il fait 30 pages, 35 pages, et vous présentez à vos camarades ce que Hogarth dit dedans. Il y a le chapitre qui s'intitule « Us and Them », « Eux et nous », qui est un chapitre vraiment pivot parce que il est en train d'analyser ce qui constitue le spécifique de la culture ouvrière de Leeds et plus globalement des cultures sans doute populaires en général. Les rapports eux et nous, je vous l'ai dit, c'est un livre qui réfléchit au rapport entre culture populaire au sens situé justement et culture de masse comme culture ambiante. Comment est-ce que le spécifique et l'ambiant sont en interconnexion? C'est un chapitre clé pour comprendre cette logique. Eux et nous. Qu'est-ce qui fait que eux, c'est pas nous et que nous, c'est pas eux? Et qu'est-ce qui fait notre spécificité à nous? Voilà. Donc ça, et ça se lit vraiment bien. C'est facile à lire, Hogarth. Vraiment. C'est pas que c'est pas intéressant, c'est simple. C'est simple. Autre élément à verser à mon moulin pédagogique. Parce que l'idée, c'est aussi de pouvoir être lu de façon très large. Il ne s'adresse pas à un lectorat
purement académique, rompu au lexique particulier, aux mots un peu bizarres, rares, que sais-je. C'est écrit dans un langage que tout le monde potentiellement peut lire. Et le chapitre 6, bon, le délai, machin, voilà, tout ça, ça ne veut pas marcher, bon, je vais réessayer. Et le chapitre 6, qui est plutôt le chapitre, disons, conclusif, ça serait très utile d'avoir ces présentations. De même que le petit texte, je vais devoir y aller tout seul, parce que le petit texte que je vous ai dit, il est qu'en anglais celui-là, mais le Scope of Research, donc le programme de recherche, en fait, du centre de Birmingham, voilà, ça aurait été idéal de l'avoir aujourd'hui, par exemple, ça. Ouais. En vrai, le premier cours qu'on a fait, c'était vraiment tout ce qui est écrit dans le texte, pour Scope of Research. Ben oui, mais... oui, je suis bien obligé de... Sinon, je me mets là, on se regarde pendant 2 heures. Bien sûr que je vous en ai parlé, mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que voilà, il faut plus trop laisser filer le temps, parce qu'autrement, c'est 4 semaines déjà. C'est le tiers du semestre est passé déjà. C'est très rapide. Hein. Mi-décembre, c'est plié. Eh ouais. Ah, vous aurez la suite au second, vous, par contre. Hein. Il y a Birmingham Reloaded qui va être aussi, qui va vous être... Donc vous n'allez pas lâcher le terrain des études culturelles britanniques de l'année, mais effectivement, le premier semestre passe vite. Et moi, j'essaye de vous donner les éléments à la fois historiques et contextuels, la problématisation de la culture, la problématisation que j'ai rappelée là, aussi de l'accès à la culture. Et regardez comment, dans la culture du pauvre et au-delà, ça je vous l'ai dit à plusieurs reprises aussi, c'est pas tellement l'idée de consommateur culturel qui est intéressante. Cette idée-là, elle laisse l'idée un peu de la passivité de la réception. Vous consommez quelque chose. Voilà. C'est l'idée d'utilisateur culturel qui est intéressante et qui est plutôt celle, en fait, qui se met en place dans les études culturelles. Qu'est-ce que vous faites? The uses of literacy. Qu'est-ce que vous faites avec la culture? Qu'est-ce que vous en faites? Comment vous l'appropriez? Quelle circulation, confrontation, dialogue, relations se mettent en place avec les différentes cultures qui vous constituent chacun individuellement, qui peuvent être de tas de nature, historique, linguistique, voilà. Vous êtes pas une culture. La plupart d'entre nous, il y a des bilingues, les gens sont construits de plusieurs cultures. Donc comment tout ça discute? Et au cœur, évidemment, de la culture du pauvre, lui, la relation qu'il observe et qu'il cherche à décrire, c'est celle de la culture ouvrière, que je disais située, et d'une culture globale qui se met en place, qui touche pas que les ouvriers, qui touchent aussi les enfants de la moyenne bourgeoisie, même les lords écoutent les Beatles en 64. Ouais. Donc c'est la culture globale, la culture, on peut la dire aussi environnante, on peut dire culture de masse, on peut dire... Et des cultures qui sont situées, qui sont ancrées, qui sont spécifiques, déterminées par des pratiques, des usages, des modes de pensée. Us and them, il parle de ça, le chapitre. Qu'est-ce qui distingue la socialité ouvrière? Par exemple, la notion de solidarité de groupe. Parce que la solidarité de groupe, c'est ce qui permet de se défendre, en fait. Oui, mais la solidarité de groupe, elle a aussi un revers. C'est qu'elle est prescriptive. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas trop sortir du groupe. Si vous sortez du groupe, vous êtes celui qui... fait un peu son chemin individuel, donc vous n'êtes plus vraiment dans la solidarité de groupe. Voilà. Donc elle est pesante, la solidarité de groupe aussi. Elle protège, mais en même temps, elle étouffe. Bon, c'est un exemple parmi... C'est ça qu'il y a dans ce chapitre. Vous voyez que c'est quand même pas inintéressant comme analyse, y compris transplantée là, voilà, transplantée là, dans notre propre monde, notre propre moment historique. Donc, moi, j'essaye un peu de vous donner tous ces éléments avec la confusion qui s'établit régulièrement entre les différents
cours successifs que je donne là-dessus, mais je sais à peu près de quoi nous avons parlé et où est-ce que je vais reprendre pour aujourd'hui et puis pour la suite. Donc je vous relance la perche, hein, je vous tends la main, je ne sais pas comment je puis le dire. N'ayez pas peur, prenez, ne serait-ce que pour animer, vous voyez, pour que ça soit quelque chose où il y ait une discussion, où il y ait une proposition, où il y ait... Et encore une fois, c'est possible de prendre un texte, c'est possible de prendre quelque chose qui est lié à la culture d'époque, c'est possible de prendre quelque chose aussi qui est lié à notre temps, à nous, mais dans une optique, dans un regard sur les phénomènes culturels, inspirés de ce qui est une démarche globale. Je vous donne un autre exemple. Je vous ai parlé ici ou là, je vous ai dit, et ça c'est important aussi de le saisir, les études culturelles, c'est pas une sorte de moment comme ça, de purement britannique, qui n'aurait aucune correspondance ailleurs dans les cultures continentales européennes. Ils font partie, ça fait partie, y compris dans la question de la politique de démocratisation de la culture que j'évoquais, vous voyez, d'un mouvement très large qui est l'analyse critique de la culture du monde moderne, c'est-à-dire de la société capitaliste, pour le dire très clairement, puisque c'est historiquement la nôtre, c'est celle dans laquelle nous sommes depuis entre 200 et 400 ans, selon ce que vous voulez prendre comme critère de détermination. Mais en tout cas, nous, voilà. Bon. Et eux, ils y sont aussi en 64. Donc il y a quelque chose qui transcende la particularité de Birmingham et qui recoupe d'autres formes de questionnement, d'autres formes d'analyse critique de la société en contexte de capitalisme avancé. Et notamment, l'un des grands foyers de cette lecture analytique et critique, c'est ce qu'on appelle l'école de Francfort, en Allemagne, qui les précède d'au moins 20 ans, puisque l'école de Francfort, elle se forme en gros au début des années 30. Mais c'est la même optique, hein, c'est-à-dire on analyse la société qui est en train de se mettre en place, la société de masse, les médias de masse, les médias qui servent notamment la propagande politique. Mais ça, regardez, voilà, vous n'allez pas me faire un exposé sur la radio. Ok, la radio, ça fait grand-père, voilà, tout ce que vous voulez. Merci. Mais oui, mais bien sûr. Mais comme média, je veux dire, c'est quand même un média déjà un peu daté. Mais l'idée que les médias de masse sont des moyens de manipulation, ou en tout cas d'inflexion politique assez puissants. Ben oui, l'établissement notamment du national-socialisme passe par la maîtrise de la radio et passe par l'utilisation absolument claire et nette de la radio comme outil de propagande. Le dernier génocide du XXe siècle est le Rwanda. Ça démarre par la diffusion par la radio de messages qui sont des messages incitant à aller tuer les voisins. Bon, alors aujourd'hui c'est peut-être moins effectivement puissant la radio, mais vous avez des médias de masse aujourd'hui qui ont supplanté la radio et qui servent à quoi ? Qui servent par exemple à essayer de faire basculer le sort d'une élection politique dans ce qui reste quand même l'une des grandes démocraties vivantes aujourd'hui. La question, elle est la même en fait. Ce que des gens comme Adorno, etc., ou d'autres, Rudolf Arnheim, qui écrit un livre passionnant dans les années 30 sur la radio et sur le début de la télévision, analyse et voit la capacité médias de masse de diffuser de façon extrêmement large géographiquement, de toucher toutes les classes sociales, tout le monde écoute la radio, etc. Ce qu'il dit à propos de la radio et il est aussi très technique sur la radio, mais ce qu'il dit sur la radio du point de vue politique, c'est ce qui est en train de se passer en Allemagne au moment où il écrit, c'est-à-dire où Goebbels fait des grands discours, explique... voilà. Donc, vous avez le même usage aujourd'hui des médias de masse pour diffuser ce qu'on appelle des fake news, des intox, des faux, en fait, informationnels. Donc, ce sont des enjeux de lutte idéologique puissant. Donc analyser les médias de masse aujourd'hui, ça veut dire analyser les médias, les réseaux sociaux, analyser ce qui se passe dans la sphère
des médias numériques. La télé, oui, mais beaucoup moins qu'en 1960. Et en 1960, oui, à fond, parce que c'est le truc le plus en pointe dans la diffusion. Donc, les questions d'analyse, en fait, des médias, si je le dis, c'est que c'est pas tout à fait loin de Birmingham, ça va constituer l'un des enjeux majeurs du début des études. Puisque c'est la question des diffusions, c'est la question de la musique, par exemple, elle passe à la radio, c'est ça qui... Donc le média est aussi un élément à prendre en compte dans le contexte de production culturelle. Donc c'est l'un des axes aussi tout à fait intéressant à étudier. Bien, alors, si je reviens un peu, je disais, sur la progression du cours, je vous ai donc expliqué, et c'est important de ne pas l'oublier, que ce qui va constituer vraiment l'esprit, pas exclusivement, mais en tout cas une partie importante de leur mode de pensée et de pratique, vient d'une tradition pédagogique d'émancipation qui est tout à fait inscrite dans l'histoire politique de la Grande-Bretagne et d'autres pays. Et deuxièmement, d'un travail de réflexion sur la culture, les cultures, avec cette différence d'accentuation. C'est pour ça que je parlais de Francfort, ça y est, le fil, vous voyez, il s'est renoué. Bizarre, c'est bizarre un cerveau. Ils le font d'une façon qui est très différente de ce que va proposer l'école de Francfort. Et ça, c'est lié au fait qu'ils sont socialement pas issus des mêmes milieux. L'école de Francfort, ce sont des grands bourgeois, pour le dire vite. En tout cas, ce sont des bourgeois. Des gens qui ont... C'est pas une insulte du tout, c'est un critère d'appartenance sociologique. La façon dont Adorno, Horkheimer vont considérer la production culturelle de masse et, par exemple, se tromper sur le jazz, ça tout le monde le reconnaît aujourd'hui, ok, mais c'est une petite erreur dans quand même beaucoup de choses qui sont assez fines et intéressantes à considérer, elle vient aussi de cette position de classe. C'est pas du tout que c'est des gens qui sont idiots, pétris de préjugés, etc. Mais ils sont les héritiers d'une culture qui est une culture de l'humanisme bourgeois, telle que l'Allemagne l'a portée très haut. Elle a fait plein de choses simultanément. Ils sont les héritiers de cette culture. Et le regard qu'ils portent sur les productions culturelles, sur l'industrie culturelle, est plutôt quand même marqué par quelque chose qui est de la méfiance. Au fond, comme on peut avoir un regard méfiant sur la classe ouvrière, etc., parce qu'elle est longtemps considérée comme dangereuse. C'est de là que vient la révolution, c'est de là que vient potentiellement le désordre au sens puissant du terme politique. Donc on considère quand même longtemps avec un peu de méfiance ou en tout cas de crainte. Voilà. Et les analyses donc qu'ils vont pouvoir produire, je ne dis pas que c'est du déterminisme social à deux balles, mais elles sont quand même informées par cette position de haute culture qu'Adorno va continuer à développer en opposant d'une certaine façon la tradition moderniste, on a parlé de ça la dernière fois, je m'en souviens, à ces formes de production qu'il considère comme de la consommation de masse, de la distraction de masse, bref, quelque chose qui n'est pas vraiment détenteur d'une valeur culturelle puissante. C'est une valeur économique, c'est pas une valeur culturelle. De l'autre côté de la Manche, vous avez un mouvement qui va lui aussi considérer les productions, l'industrie culturelle, les productions de masse, etc. Mais qui va le faire avec un autre regard, qui est lui-même conditionné par la provenance sociale des gens, par le parcours qu'ils ont fait dans le monde académique, par la manière dont ils ont pu entrer dans le monde académique, le boursier. Ça, c'est bien une décision de l'État. L'État
paye vos études. C'est important parce que pendant le temps d'études, vous n'êtes pas productif en termes d'économie. Ben, c'est pas un vous qui vous désigne, c'est tout le monde. Moi, pareil, hein, j'étais étudiant, ben, j'étudiais. Donc c'est un investissement sur le futur, sur le long terme, etc. Mais sur le temps des études, vous n'êtes pas dans la production. Donc en gros, pour la logique capitaliste, vous n'êtes pas intéressant. Vous ne générez pas de la richesse. Vous emmagasinez de la richesse symbolique qui va permettre à terme que vous en produisiez à votre tour. Donc, eux, ils viennent de tout ce que je vous ai dit en commençant la séance, de cette origine, de cette façon d'aborder les études, de cette façon de faire entrer des gens dans le domaine des études qui ne sont pas destinés historiquement, sociologiquement à y aller, hein, et qui vont surtout regarder, et ça, Hogarth, je vous renvoie encore au texte, qui vont regarder les productions de la classe populaire, des classes populaires plutôt, hein, en l'occurrence ouvrière pour Hogarth, à partir d'un regard qui n'est pas un regard de dévalorisation, et qui est un regard de légitimation. Ça change beaucoup de choses. Ça change, presque, on pourrait dire, la modalité de lecture. Alors, il n'est pas naïf non plus, Hogarth, hein, attention, hein, voilà. Mais la démarche n'est pas une démarche de minoration, de rejet. C'est la prise en compte des productions propres. Parce que c'est l'idée, si vous voulez, qu'on n'est pas purement consommateur de culture, au sens où on serait juste là pour ingurgiter sans en faire quoi que ce soit, juste pour être... Ah, ça, c'est un peu l'idée de l'industrie culturelle chez Adorno. C'est quelque chose qui rend les gens extrêmement passifs. C'est une pensée politique à l'arrière-plan. Oui, ça dépolitise, ça endort. On peut le dire comme ça. Hein. Mais vous avez aussi l'autre regard qui consiste à dire, non, c'est pas le statut de consommateur qui est intéressant, c'est le statut d'utilisateur de la culture. The uses of literacy, j'insiste, c'est important. Le titre anglais, il est très, très instructif. Comment vous utilisez? Et ça donne chez Hogarth aussi une démarche intéressante qui va consister à penser la réception non pas comme quelque chose d'unilatéral, mais comme une réaction. Vous utilisez une production culturelle et vous allez, et tout le monde, et c'est ce qu'il dit aussi dans La culture du pauvre, hein, vous vous appropriez, vous répondez d'une façon ou d'une autre à ce que vous avez reçu. Donc c'est cette notion d'interaction qui est au cœur de l'analyse culturaliste et qui n'est pas, par exemple, dans l'analyse issue de l'école de Francfort. Ou dans un autre, parce qu'il ne faut pas croire qu'il invente non plus la question de la réception, Hogarth. C'est une question qui traverse toute la théorie littéraire à peu près à ce moment-là, mais qui est construite de différentes façons, de façon plus abstraite, plus théorique, que ce soit par Umberto Eco, Lector in Fabula des années 70, que ce soit par les Allemands de l'école de Constance, qui ont travaillé sur la théorie de la réception, et qui ont, dans les études littéraires, et qui ont construit une sorte de figure de lecteur abstraite, presque universelle, enfin une sorte de figure théorique. Les études culturelles s'intéressent à la réception en construisant des figures concrètes de lecteurs. D'où quoi ? D'où une démarche que vous ne trouvez pas ailleurs dans les études culturelles qui s'intéressent à la même question de la réception, qui va consister à aller demander aux gens, questionner, faire de l'ethnographie, c'est-à-dire du terrain. Voilà. Pas se contenter de dire, voilà, les classes populaires consomment les James Bond de telle façon. Non, vous allez voir les gens à la sortie du cinéma, vous dites, qu'est-ce que vous en pensez ? Et là, vous allez avoir quoi ? Vous allez avoir des réponses. Les gens vont vous dire complètement débile, ou alors, au niveau de l'action, super, mais les méchants, c'est tout le temps les mêmes. Je ne sais pas, n'importe quoi, vous allez avoir des réponses. Voilà. Et là, vous pouvez mesurer la réalité de la réception. Comment les gens reçoivent les œuvres. Qu'est-ce qu'ils en gardent, qu'est-ce qu'ils en rejettent, qu'est-ce qu'ils en critiquent, qu'est-ce qu'ils en mettent à distance, etc., etc.
Ça, ce sont les procédures que décrit Hogarth dans La culture du pauvre. Par exemple, l'ironie, qui est une façon de mettre à distance et de moquer en même temps, sans être dans l'agressivité du rejet ou de l'emporte-pièce, dire c'est nul, c'est de la merde, basta. Voilà. Ce qui est une attitude possible aussi, une réaction possible aussi. Mais donc, interroger les façons qu'ont les gens de répondre. Si vous l'élargissez un peu ce thème, vous voyez qu'il est en train, en fait, de permettre la constitution de ce qu'on pourrait appeler, de ce que James Scott, dans le livre que je vous ai indiqué, j'espère, la dernière fois, Les arts de résistance, développe comme idée. Il appelle ça le texte caché. Le texte caché, c'est quoi? C'est le texte qui ne peut pas être perçu par le dominant, en l'occurrence, il le fait dans le contexte de l'esclavage, je le rappelle, qui est quand même un contexte spécifique. Bon, parce que si le dominant perçoit le texte caché, il punit, il interdit, il tue, éventuellement. Donc, vous ne pouvez pas frontalement y aller, mais par contre, vous pouvez y aller par des tas de phénomènes qui vont subvertir l'ordre donné, ralentir, commenter ironiquement, faire circuler des informations, vous voyez, tout ça étant régi par une logique évidemment cachée, hein, ça ne peut pas passer à la surface. Voilà. Mais par contre, ça structure tout à fait des cultures de résistance. Et dans le contexte de l'esclavage américain, il y a quelque chose qui est quand même assez visible, sensible, c'est aussi le rapport qui va s'instaurer au culte, qui va, le gospel, tout ce qui va être une forme très spécifique, parce que vous êtes quand même dans un respect du culte, mais sous une forme qui est déjà un peu différente. Donc, l'idée que, et ça c'est central, je crois vraiment dans les études culturelles et dans ce qui anime beaucoup de vos propositions de recherche aussi, confond la culture de masse, c'est le texte public, voyez, pour reprendre l'idée de Scott, et que ce que j'appelais la dernière fois les contre-cultures sont les textes cachés. Alors après, c'est pas hermétique, ça circule, il y a des tas de mécanismes de récupération, de recyclage, tout ça, on en a déjà touché un mot la dernière fois, mais ça peut aussi être analysé comme ça, c'est-à-dire ce qui est... Oups. Alors celle-là, je l'ai jamais faite, les deux estrades se sont écartées et le pied de chaise était au plein milieu. Voilà, on va essayer de rester vivant. La culture de masse, c'est le texte dominant, c'est le texte commun, voilà, partagé. Tout le monde a ce texte. Et les textes cachés, c'est ce qui circule dessous, voilà, qui crée évidemment des communautés, tout le lexique, toute la pensée de la clandestinité, de la subversion de l'ordre, etc. Il arrive là, et pas pour rien. Vous voyez, c'est ça qui est aussi au cœur d'Hogarth dans la relation entre la culture de masse comme texte dominant et le texte caché qui serait le texte de la culture ouvrière. Bon, alors, l'importance donc de cette tradition, de ce regard sur les populations, l'accès à la culture, pour le dire de façon beaucoup plus neutre et plus large, hein, comment on peut accéder à la culture, la fonction et la place de l'enseignant, hein, comme courroie de transmission, qui est un modèle tout à fait différent du modèle académique anglais, oxfordien, voilà, hein, informé par d'autres traditions pédagogiques. Ce modèle, hein, étant lié à la volonté de changer le public académique, mais dans l'idée d'une augmentation et d'une ouverture, ce qui, en retour, change aussi la perception que les classes dominantes peuvent avoir de la classe ouvrière, puisqu'elles entrent dans un circuit, hein,
qui est plutôt basée cette fois sur la confiance en sa capacité à jouer un rôle moteur dans l'émancipation, par notamment la réforme. Là, c'est une perspective social-démocrate qui est celle d'Hogarth. Thompson, il est beaucoup plus radical. Hogarth, c'est un social-démocrate, mais qui est déterminant, c'est-à-dire changer l'image. Il y a aussi une situation, et ça, je ne sais pas si elle se répète à chaque génération, mais il y a aussi quelque chose qui est important dans le moment où les choses se mettent en place, dès les années 50, en fait. C'est le fameux fossé qui se creuse entre le corps enseignant et les élèves. Ça c'est pas d'aujourd'hui, vous voyez, ça remonte à loin. À croire que, je sais pas, c'est plus un fossé qu'il doit y avoir, c'est un gouffre abyssal, c'est la fosse des Mariannes qu'il doit y avoir entre les enseignants et les élèves, si on suit cette logique. Mais c'est une question qui se pose. Évidemment, à ce moment-là, et face à laquelle, disons, la réflexion, et notamment au tournant des années 50-60, des enseignants face à ce qui est le média de pénétration de masse de l'époque, qui est la télévision. Aujourd'hui, il y a déjà 15-20 ans, Internet, les portables, regardez. Et c'est vrai que ce sont effectivement à chaque fois pas des fossés, mais des chocs, en fait. Et la question qui va être posée par Hogarth, Williams et déjà Stuart Hall en 1960, donc vous voyez à peu près au moment où ils sont en train de rassembler les forces, s'intitule Culture populaire. Et donc c'est une communication qu'ils font dans un congrès d'enseignants, de syndicats enseignants, et qu'ils intitulent Culture populaire et responsabilité personnelle. L'idée de fond, c'est celle de comment trouver des moyens, en fait, pour aborder la culture populaire sans l'écarter d'emblée, c'est-à-dire lui donner sa place, la reconnaître. C'est-à-dire comment faire pour identifier la culture et valider la culture des élèves. La question du fossé, elle est là. Vous n'avez pas tout à fait la culture de gamins quand vous avez des gamins de 12 ans en face de vous. Ils ont d'autres références. Donc il faut faire l'aller-retour, il faut intégrer la culture des écoliers, si vous voulez, dans un contexte d'enseignement plus large, pour aussi être capable, dans le cadre de l'enseignement, de discriminer un petit peu et d'essayer, et quand même de continuer à transmettre des objets communs. Donc ils réfléchissent, vous voyez, sur les questions d'éducation. Je vous donne juste cette date historique parce que c'est quelque chose qui est central. Repenser la relation pédagogique à tous les niveaux et dans toutes les directions. Parce que le public a changé, parce que les questions, les thématiques ont changé, et que c'est pas possible de rester avec un système sclérosé. Voilà. Donc il y a vraiment une dimension vraiment importante avec la naissance de Birmingham qui est liée à cette problématisation pédagogique. Donc, réfléchir sur la culture, c'est réfléchir sur la transmission de la culture aussi. Alors, bon, il y a tout ce gros débat sur justement la notion de culture, mais j'ai pas envie de l'aborder de façon monolithique et de dérouler comme ça. Je vous ai indiqué quand même, évidemment, que le débat, il date pas d'hier, que la tradition de la réflexion sur la culture de masse, d'industrie, par rapport aux cultures ancestrales, il est amorcé dès le XIXe siècle, c'est-à-dire au moment où ça se passe, tout simplement. Au début du XIXe, on commence à voir les cultures rurales basculer plutôt au profit de cultures urbaines. Donc toutes ces réflexions existent avant, mais ils se saisissent, si vous voulez, de cet héritage de discussion, de débat, auquel ils vont donner un autre tour. Et je vous lis un passage d'Hogarth qui n'est pas issu de la culture du pauvre, mais qui précise un certain nombre de choses
notamment sur cet intellectuel anglais qui les précède et avec lequel ils sont en discussion directe, Leavis, qui est, lui, un typique académique, mais qui s'est intéressé à la production de masse industrielle, etc., plutôt dans une perspective quand même de la repousser. Mais en fait, il a créé le débat et Hogarth lui rend d'une certaine façon hommage. J'avais bien sûr lu et admiré Leavis' Fiction and the Reading Public, déjà l'idée de qui lit, en fait, même si la perspective n'est pas du tout la même. C'était un couple, monsieur et madame, les Leavis, ainsi que des documents similaires dans Scrutiny, c'était une revue qu'ils avaient créée, et Publications associées. Je les admirais, mais je n'étais pas tout à fait à l'aise avec eux. Il manquait quelque chose dans ces analyses, mais il m'a fallu des années pour découvrir quoi. À ce moment-là, j'étais dans le processus difficile d'écriture de ce qui allait finalement devenir les usages de l'alphabétisation, la culture du pauvre. Ce livre rend hommage au travail de Madame Leavis, et c'est un véritable hommage, mais c'était pour moi plus important encore une tentative d'ajuster quelque chose dans l'approche de Madame Leavis, une prise de distance par rapport à la matière en elle, un rejet trop total de celle-ci et de tout ce que cela pouvait impliquer. Aidé par Orwell et C.S. Lewis, je suis devenu de plus en plus attiré par la question de savoir ce que les gens pourraient penser de ce matériel culturel, par l'idée qu'une écriture manifestement médiocre pourrait faire appel à de bons instincts, que l'esprit d'un lecteur n'est pas une table rase, mais a été nourri dans un cadre social qui fournit ses propres formes et filtres pour les jugements et les résistances, qu'il fallait en savoir beaucoup plus sur la façon dont les gens utilisaient une grande partie des choses qui, pour nous, pourraient sembler de simples déchets méprisables, avant de pouvoir en parler avec assurance. Vous avez, par Hogarth lui-même, ce que j'essaye de décrire comme mouvement depuis le début de la séquence. Sur la transformation de la perception de ce qu'est la relation dans la transmission ou tout simplement dans l'usage, dans l'utilisation d'un outil, d'un produit culturel, un film, un livre, peu importe. Bien, donc le démarrage de cette réflexion, si vous voulez, sur le lecteur, voilà, n'est pas exclusif à Hogarth, c'est quelque chose qui se passe dans plusieurs endroits, plusieurs contextes culturels, qui se passe en France aussi, par exemple. Ça contribue à ce que Roland Barthes appelait la naissance du lecteur, c'est-à-dire le fait que jusque-là, le lecteur, en gros, c'est l'angle mort de la théorie littéraire. Vous avez l'auteur, vous avez le texte, on essaye de lire le texte en fonction des intentions de l'auteur, ou on essaye d'interpréter le texte de façon beaucoup plus libre. Voilà. Mais jusqu'à cette date-là, en gros les années 60, vous voyez, la question de... Au fait, l'auteur, il écrit pour qui ? Il écrit pas pour lui, il écrit un livre, c'est pour qu'il soit lu. Donc, tiens, il y a un troisième terme dans la relation, c'est marrant. Celui-là, on ne l'avait jamais vraiment envisagé. Le livre, il est adressé, il est destiné à être saisi par des gens, par des lecteurs. Et c'est à ce moment-là qu'entre dans la théorie littéraire, mais par plein d'endroits différents et dans des contextes culturels nationaux différents, entre la prise en compte du lecteur. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est de façon abstraite, etc., ou de façon très concrète. Et c'est ça que Hogarth dit dans la citation que je viens de vous lire. Donc, voilà, vision informée, vision située, vision consciente politiquement, oui. Je ne vous ai pas entendu. Parlez plus fort. Tout à fait. C'est tout à fait dans les clous. Ouais. Jusque-là, on peut rhétoriquement s'adresser au lecteur, Baudelaire le fait, etc. Mais la vraie considération dans le domaine de la réflexion théorique sur la littérature, qui a une troisième instance, qui n'a pas juste un producteur et un message, mais qui a un récepteur,
Ça remonte à peu près, effectivement, à ce moment-là, soit dans le domaine du journal. Gide, c'est quelqu'un qui est en permanence dans la scrutation, dans la mise à distance ironique, dans la réflexion qu'il fait effectivement dans le journal Les Faux Monnayeurs. Et après, dans le domaine de la théorie, c'est un tout petit peu plus tardif. Mais c'est les années 60, 70 qui vraiment s'en saisissent. Donc oui. Donc voilà ce que je voulais un petit peu rappeler sur cette naissance qui, vous voyez, se prépare de longue date, en fait. C'est pas un truc qui, pof, d'un coup, au printemps 64, tombe du ciel. C'est vraiment un processus au long cours, marqué par des spécificités et qui vont déterminer aussi des formes de regard. Mais encore une fois, ces formes de regard, c'est pour ça que je vous ai lu ce passage, je crois qu'elles sont vraiment déterminées par l'histoire, les trajectoires personnelles des gens qui vont se regrouper justement à Birmingham. Comment est-ce qu'on comprend un texte ? Voilà. Les producteurs de sens, les lecteurs, pardon, sont des producteurs de sens actifs. Ils ne sont pas juste des récepteurs de sens, ils sont des producteurs de sens. D'ailleurs, sceptiques, souvent. Vous allez douter, vous allez émettre des critiques, voilà. Bien, alors, où est-ce qu'on en est ? Si vous m'avez dit que vous verrez, monsieur, mais ce que vous avez dit en cours, c'est ce qu'il y a dans le Scope of Research, c'est donc que vous êtes allé lire le Scope of Research. Ben voilà, très bien. Donc, vous avez effectivement vu comment le programme, il est court, hein, c'est 4 pages. Ça, à lire, ça fait une demi-heure. Vous voyez, donc, c'est pas une conférence interminable qui donne de façon très précise et factuelle les conditions, le cadre, la nature des objectifs et les démarches qui sont engagées, et même un certain nombre d'exemples de projets qui ont été débattus. Orwell et le climat des années 30, climat au sens politique, la presse locale, folk song, par exemple, voilà. Pop music and adolescent culture, voilà. The meaning of sport, le sens, la signification du sport. Voilà. Donc tout ça s'établit en 1964. Et la question que j'avais envie de poser pour le petit temps qui nous reste est de vous amener par... Alors, j'ai sans doute déjà montré certaines images. Je n'ai pas renouvelé mon stock dans la semaine. Je voudrais bien que ça se connecte quand même sérieusement une fois. Voilà. Alors, je veux que le semestre impair et je veux ça. Voilà. Et on va être plutôt sur les images. Donc, naissance des Cultural Studies, Birmingham, périphérie académique, nord de l'Angleterre principalement, zone plutôt liée à l'industrie qu'à la culture classique, débat sur l'extension de la culture, débat sur la nature même de la culture, débat sur les différents types de cultures qui s'articulent dans la modernité. On peut aussi présenter les choses comme ça. Elles naissent, les études culturelles, dans ce contexte singulier qui est celui du Royaume-Uni de l'après-guerre. Et elles s'inscrivent, c'est ce que je voudrais essayer de vous apporter aujourd'hui comme complément, elles s'inscrivent, elles participent à leur façon de la constitution de ce Nouvelle-Angleterre, qui est Nouvelle-Grande-Bretagne, qui émergeait alors, c'est-à-dire d'un pays qui est en train d'être travaillé par de profonds changements sociaux, de structure sociale, par la mise en place de l'État-providence, par la relance de la production industrielle aussi, après la guerre il faut reconstruire, par aussi un contexte qu'il ne faut pas perdre de vue,
surtout quand on est dans une réflexion sur la culture de masse, sur la culture pop, sur tout ça. Le contexte historique de l'époque, c'est la guerre froide. En 1964, le bloc, il est constitué, le mur de Berlin, il est monté, et les communications Est-Ouest sont coupées, pour le dire schématiquement. Vous avez un équilibre des forces, des puissances, des terreurs, je ne sais pas comment il faut dire, qui s'est établi et qui va durer jusqu'à 1989-90. Un autre s'est établi aujourd'hui. Mais à l'époque, il y a deux morceaux, il y a deux camps, il y a deux blocs, mais il y a une menace commune, vous voyez ? C'est l'arme nucléaire. Là, l'équilibre des forces fait que, on est encore aujourd'hui, écoutez les menaces récurrentes de la Russie liées à l'Ukraine. Si vous faites ça, on envoie les bombes, etc. C'est jamais que la reconduction de ce que l'Europe a vécu, le monde a vécu pendant toute la guerre froide. Moi, quand j'avais votre âge, il y avait des fusées qui étaient en Allemagne de l'Ouest pointées vers l'Est et des fusées en Allemagne de l'Est pointées vers l'Ouest. Les SS-20 et les Pershing, c'est comme Tchernobyl et l'arrivée du sida, c'est les super années 80. Je vous assure qu'on rigolait bien. Bon, c'est comme toute période, il y avait des beaux côtés, des bons côtés, et puis il y en avait qui étaient en fait à distance, avec l'âge et la distance historique. Si, waouh. Bref. Donc il y a cette mise en place aussi d'un ordre mondial, d'un équilibre des forces à l'échelle de la planète. Et surtout, si je dis ça, c'est qu'il y a une unité des puissances occidentales quand même extrêmement forte, qui est un peu fissurée aujourd'hui. Mais à l'époque, bloc. Donc ça, c'est un des événements évidemment majeurs. L'autre événement majeur, on l'a déjà abordé, donc je le rappelle juste pour mémoire, c'est les processus de décolonisation. Si je vais vous montrer mes cartes de l'Angleterre, et ça, ce sont donc ici la carte de l'empire colonial anglais. La reine est toujours reine du Canada et de l'Australie, donc ça n'a pas bougé. Ce sont quand même des démocraties indépendantes, mais quand même la reine d'Angleterre, enfin la reine, par ça, je m'y suis pas encore fait. Je l'ai connu toute ma vie. Le roi d'Angleterre est encore roi du Canada. Bref, mais c'est ça plutôt qui ça c'est pour que vous en ayez quand même une vision d'ensemble. C'est pas rien, l'Empire anglais, encore juste à la fin de la Seconde Guerre. Et ça, si je le mets en gros plan, ça sera beaucoup plus clair. C'est la décolonisation de l'Afrique ex-empire britannique avec les dates. 51, 49, bon, l'Égypte c'est un petit peu un cas à part, 60, 56, 49, 61, 63, 62, 64, 65, etc. Ça veut dire qu'en 64, il n'y a plus de colonies. C'est la même chose pour la France. La dernière, c'est l'Algérie. C'est terminé après, il n'y a plus d'empires coloniaux. Donc, ça veut dire que le contexte, si vous voulez, historique, c'est celui de la fin des empires coloniaux. C'est le processus de décolonisation abouti, fini. Et l'autre, et c'est un phénomène, évidemment, massif en termes d'imaginaire collectif. Oui. Pourquoi ? Je vous donne les éléments de contexte. En disant 64, quand ils vont effectivement se regrouper à Birmingham, voilà où on en est. C'est pas non plus tout à fait par hasard, parce que ça, c'est le lien avec ce que Stuart Hall va développer après, en matière de pensée justement de qu'est-ce que fait la culture d'import au sein de la Grande-Bretagne, qu'est-ce que fait la culture jamaïcaine au sein de la Grande-Bretagne, etc. Donc commencer à penser les relations interculturelles, les questions de métissage, etc., c'est aussi lié à ces formes-là de problèmes. Enfin, problème historique, c'est pas un problème en soi, la décolonisation. Ça l'a été, mais historiquement, c'est une question. C'est-à-dire qu'en 64, l'Angleterre, comme la France, elles viennent d'avoir une sorte d'effondrement historique massif, qui est la disparition des empires. Le Portugal le connaîtra pas longtemps après,
dizaine d'années après, c'est Angola, le Mozambique, et puis c'est la fin de Salazar. Donc le processus de décolonisation et l'autre phénomène massif, majeur, auquel il ne faut pas non plus jamais oublier, perdre de vue, c'est l'américanisation. C'est ce qu'on appelle simplement l'américanisation culturelle. C'est ça la diffusion de la culture de masse. Américanisation qui touche tous les pays occidentaux dans l'après-guerre. Quand arrive avec les GIs, les banylons, bon, le jazz il est déjà arrivé dans les années 20, ça va, les Français ils ont vite compris le jazz, ça leur a plu beaucoup, mais tout un ensemble de productions qui vont être les signes marquants de la production de masse américaine, le Coca-Cola, le chewing-gum, les cigarettes, etc., etc. Donc tout ça, c'est ce qui arrive, je dirais, à la Grande-Bretagne et plus globalement aux Européens dans l'après-guerre. Les autres éléments, ça c'est un peu les éléments politiques contextuels généraux, c'est la déferlante de la culture pop en 1964. Et cette déferlante, elle a, et ça c'est le sujet d'Hogarth, elle a pour corollaire l'éclatement des cultures traditionnelles. D'ailleurs, pas que la culture ouvrière. Vous prenez l'autre côté du spectre socio-économique, ça fait exactement le même choc à la culture bourgeoise. C'est global, là encore, l'impact. Toutes deux, culture bourgeoise, culture populaire, culture au sens ouvrière, sont concurrencées par la production culturelle de masse, le cinéma hollywoodien, la musique, les productions télévisuelles, etc. Donc, contexte marqué par l'explosion de la culture pop. Autre élément, et qui vous explique les thématiques de recherche dès le début, qu'est-ce qui s'installe ? Il s'installe un autre type de société, une société qui peut être appelée communicationnelle, dont nous sommes les héritiers lointains et pour l'instant le dernier élément de la chaîne Sapiens, 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 mais c'est déjà là, au début des années 60. L'installation d'un monde médiatique inconnu jusque-là, invraisemblable. La radio, la télé, les satellites. Le premier bidule qui tourne dans l'espace, il n'est pas américain, il est russe. Il s'appelle le Spoutnik. Et il a lancé en 1957. Et donc, ça ouvre déjà aussi la communication satellitaire. Et pourquoi je dis ça ? Parce que cette société communicationnelle et l'apparition des nouveaux médias, vous pouvez le décliner ça tout au long des décennies jusqu'à aujourd'hui, médias de diffusion de la culture, les médias ils servent aussi à diffuser la culture, toujours, et au premier rang desquels on trouve la télévision, pour ces années 60, vont être directement le choc culturel qui va amener ces intellectuels à réfléchir à ce qu'ils sont en train de vivre, tout simplement. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a une forme de société qui s'installe, qui ne correspond plus, effectivement, ne serait-ce qu'à ce qu'il y avait un peu 15 ans ou 20 ans avant-guerre. Ça ne veut pas dire que c'est des attardés mentaux, ceux de l'avant-guerre. Mais enfin, il n'y a pas les médias de diffusion tels que la télévision, de façon large, de façon répandue, tout le monde, ou presque. Et donc, ils vont s'intéresser à quoi ? Ils vont s'intéresser de façon assez immédiate à l'économie médiatique, à l'ensemble de ce que la télévision, les radios, etc., créent comme système, réseau de diffusion. Je vous donne un autre exemple. 1964, c'est plein de choses qui se passent en Angleterre, mais il y a un, je ne dis pas de bêtises, oui, c'est bien 64, un événement très intéressant dans cette perspective de culture médiatique. Radio Caroline, ça vous dit quelque chose ? Radio Caroline, c'est la première radio libre. Elle émettait depuis un bateau entre la France et l'Angleterre. Il y a un film là-dessus. Il y a un film contemporain qui a peut-être une dizaine d'années sur... c'est 64. Elle émet à partir du 29 mars 1964.
Donc, ça change aussi énormément de choses. Jusque-là, le système médiatique, il est contrôlé par l'État. Vous n'avez pas TVSAT, etc. Vous avez 1, 2, 3 chaînes peut-être nationales, l'ORTF en France, la BBC évidemment en Angleterre. Voilà. Donc le système de diffusion, il est contrôlé. On n'est pas encore dans une télé privée, communautaire ou de quartier. Ça, déjà aux États-Unis, ça commence à poindre le bout du nez dans les années 60. Dans les années 70, c'est partout. Les télés de quartier, les TV communautaires, etc. Aux États-Unis, c'est déjà installé. Mais pas là. Donc quand vous avez une radio qui émet en toute illégalité, c'est vraiment une radio pirate au sens strict, sur un bateau entre la France et l'Angleterre, c'est-à-dire dans une zone de non-droit, enfin on peut rien leur faire, probablement du point de vue juridique britannique, puisqu'elles sont pas dans les eaux britanniques, etc., qui émettent en direction de la Grande-Bretagne, qui balance quoi, qui joue la musique des charts, qui joue la musique du top 10, du top 50, du que sais-je, qui est la musique de la jeunesse, en fait, hors contrôle des instances nationales. Donc, la question de l'économie médiatique, elle entraîne aussi la question de la réception, dont je vous ai parlé en commençant, abondamment, là, aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser aux pratiques du public. Comment est-ce qu'il agit, réagit aux informations, aux distractions, etc., qui lui sont proposées. Et ça va amener Stuart Hall assez tôt, je vous ai dit, il prend les commandes de l'Institut à Birmingham en 68-69, Hogarth s'en va, et Stuart Hall en 70, il écrit un texte que je vous ai mis, qui est en français, lisez-le, c'est un texte vraiment important, un marqueur historique fort, qui s'intitule « Codage-décodage ». Codage-décodage, c'est une réflexion exactement là-dessus, sur qu'est-ce qui se passe, comment, non pas juste on encode un message, mais comment on le décode, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on en tire, d'une certaine manière. On peut le rejeter, on peut l'accepter, ou on peut le négocier. C'est-à-dire, comment est-ce que le message est encodé dans le système de l'industrie culturelle, production télé, etc. Soit il est hégémonique, voilà, c'est-à-dire que vous l'acceptez, vous le prenez tel quel, et puis voilà. Soit vous le négociez, c'est-à-dire en fonction de votre propre situation, soit vous vous y opposez, c'est-à-dire que vous refusez le sens dominant du message. Voilà. Ben, vous voyez que vous n'êtes pas passif. Vous décodez et vous réagissez à ce qui vous est proposé. Et ça va entraîner toutes les études sur les médias, les pratiques médiatiques, les questions techniques dans les médias aussi, les impacts que les médias ont. Et ça va concrètement se traduire par des études sur les programmes télé de l'époque, les séries, les soap-opéras. On n'est pas dans un contexte brésilien ou mexicain, mais les telenovelas, par exemple, ce genre de choses. C'est ça qu'ils vont commencer à étudier. Regardez comment ça fonctionne, quel type de représentation sociale ça véhicule, etc., etc. Et l'idée de fond, je la redis un peu autrement, c'est qu'en fait, le public réagit en fonction à un message donné en fonction de la position sociale qu'il occupe. C'est très schématique, mais c'est ça quand même l'idée de départ. Et ça entraîne aussi un autre rapport au sens. Vous voyez, c'est que le sens n'existe pas de façon abstraite, justement. Il n'y a pas un sens. Voilà. Il y a des actualisations de sens. J'insiste, j'essaye de vous le faire passer par tous les biais possibles, toutes les formules possibles, pour que ça soit clair, cette façon nouvelle qui est la leur de réfléchir à la question de la réception. Il n'y a pas de sens prédéterminé, il n'y a pas du tout de sens uni, au sens, ça serait une unité close et fermée.
Il y a des récepteurs situés socialement. Et il y a des contextes de réception. C'est pas la même chose de regarder une émission tout seul chez soi et de la regarder au pub. Les réactions vont pas être les mêmes. Les façons d'appropriation vont pas être les mêmes. Ne serait-ce que parce que quand vous êtes dans un espace public, ou même vous regardez un film avec des copains ou des copines, voilà, vous êtes en un groupe. La réception, elle va se faire en direct. Elle va se faire. Les commentaires, ils vont être pendant le film, ils vont pas être après, la plupart du temps. Il peut y avoir des discussions après. Mais sur le coup, vous allez, vous allez rigoler, vous allez... Donc vous allez réagir collectivement, le groupe, tel qu'il est constitué, et ce ne sera pas la même réaction si vous regardez le film tout seul chez vous, soit dans une perspective de détente, soit dans une perspective d'étude, que vous voulez en faire une analyse de scène ou un truc comme ça. Voilà. Donc les contextes de réception sont déterminants. Et donc le public est en fait quoi? Le public est co-créateur du sens. Voilà. Ça, c'est fondamental. Et c'est une évolution aussi dans notre culture, l'idée de participation que vous retrouvez dans la culture contemporaine, qui est quelque chose de très largement véhiculé, diffusé comme idée. C'est peut-être que l'actualisation de ce qu'on fait en fait à chaque fois, c'est qu'on participe. Sauf que là, c'est devenu un contexte, je dirais, idéologique. Voilà. Alors, donc, voilà, la question du changement de société, vous voyez, elle n'est pas que structurelle parce qu'il y a des mouvements migratoires. Elle n'est pas que liée à l'impact de la culture de consommation. Elle est vraiment liée aussi à l'installation d'une écologie médiatique complexe, beaucoup plus riche, beaucoup plus complexe que ce qui précédait. Et donc, on va pouvoir s'intéresser à des situations, à des objets qui sont produits directement dans ce contexte médiatique-là. Et puis, il y a encore un autre élément important à prendre en compte. À partir de 1956, je vous ai dit, il y a la logique de bloc, il y a la guerre froide, ça c'est vraiment le contexte international, on peut difficilement l'éviter. Mais il y a aussi, à partir de 1956, une fissuration du bloc de l'Est, et qui a une conséquence majeure sur les partis communistes occidentaux, qui est la volonté de rompre avec le stalinisme. Après la Hongrie, non, c'est décidément pas possible. Le régime soviétique, il n'est pas émancipateur, il écrase les revendications d'émancipation des peuples. Les Hongrois, ils veulent un peu récupérer leur autonomie, on leur envoie les chars, boum, c'est terminé, c'est réglé. Ça veut dire que c'est un point capital au plan idéologique. Je vous ai dit, c'est quand même des gens qui viennent, vous l'avez clairement compris, sont des intellectuels de gauche. C'est des gens qui ont une construction à la fois expérientielle, idéologique, culturelle, qui les place clairement dans un mouvement qui est à gauche du spectre politique. Leurs idées sont des idées de gauche. Mais ils se prennent aussi, comme toute la gauche occidentale de l'époque, ils se prennent la Hongrie. Et ils se prennent aussi Khrouchtchev, qui commence à dénoncer les crimes de Staline. C'est-à-dire que la fissure, elle est profonde, elle est définitive, en fait, entre les blocs orthodoxes, les PC, qui ne vont pas bouger vraiment, enfin, qui en tout cas vont longtemps garder une certaine orthodoxie liée à Moscou. Moi, j'ai encore souvenir de... Ça n'existe plus, le parti politique dans le paysage français, ni européen. Mais dans ma jeunesse, quand j'avais votre âge, il existait encore, en la personne de quelqu'un qui s'appelait Georges Marchais. C'était un personnage politique haut en couleur, mais qui incarnait encore vraiment un discours tout à fait moscovite dans la politique française, y compris dans les années 80. C'est pas encore si lointain que ça. Mais vous avez toute une partie de la gauche qui, justement, lâche. Qui dit non, là, on ne peut pas continuer, en fait. On ne peut pas soutenir ce qui est un modèle qui est un modèle de tyrannie, grosso modo. Donc, l'agenda idéologique, comme on dit aujourd'hui, de la gauche, il change après 1956. Et il change en profondeur. Et les études culturelles, les cultural studies, comme des tas d'autres mouvements ailleurs en Europe, elles vont accompagner ce basculement idéologique. C'est ce qui s'est appelé la nouvelle gauche, d'une façon ou d'une autre, dans tous les pays, New Left, etc.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire une gauche qui a rompu avec le PC, avec les PC, qui a rompu donc avec Moscou, mais une gauche qui rejette aussi l'autre versant possible de la gauche, c'est-à-dire la social-démocratie, qui est un parti travailliste en Angleterre, qui est au pouvoir dans les années 60, qui est régulièrement au pouvoir, voilà, par phase, avec des hauts, des bas. Aujourd'hui, les travaillistes sont à nouveau au pouvoir en Angleterre, après une quinzaine d'années de conservatistes. Il l'était dans les années 90 avec Tony Blair. Est-ce que ce sont de vrais travaillistes, etc., au sens années 30? Probablement pas. Mais ça, c'est tout un débat dans la social-démocratie européenne qui date des années 90 et dont on n'est pas sorti encore en France, vous le voyez bien, avec ce qui est le résultat, en fait, de ce clivage, puisque, pour le dire dans un contexte tout à fait actuel pour notre pays, cette nouvelle gauche qui n'est plus liée au PC, mais qui n'est pas social-démocrate, c'est celle qu'incarne, grosso modo, Mélenchon aujourd'hui, qui est une gauche dans laquelle vont se retrouver les écolos, les gens en rupture de banc, mais qui restent dans une démarche de revendication sociale très forte, etc. Et surtout, qui est sensible, et ça, regardez comme c'est très palpable dans la culture des insoumis, qui est une gauche qui n'aime pas le Parlement, qui se méfie du Parlement. C'est une gauche beaucoup plus directe, démocratie directe. Ça, c'est pas la social-démocratie du tout. La social-démocratie, c'est tout à fait parlementaire. Donc la New Left, elle va regrouper, c'est une sorte de nébuleuse, comme le NFP là, actuel, ça va regrouper un peu toutes les tendances de gauche qui ne sont pas encartées, soit dans le Labour, chez les travaillistes, soit dans les partis communistes. Ça regroupe les mouvements étudiants, ça regroupe les mouvements antinucléaires, ça regroupe les écolos naissants, ça regroupe les mouvements féministes qui émergent aussi petit à petit au cours des années 70. Ça regroupe tout ce monde. Voilà. Et ça, c'est le terreau des études culturelles au sens britannique, là, Birmingham, qui s'inscrivent dans cette rupture idéologique-là. Donc ça fait beaucoup de choses, vous voyez, qui sont pas des explications clés en main, mais qui sont des éléments de contexte pour repenser, essayer de penser un peu tout ce qui a été fait et proposé dans ce cadre, celui du CCCS à Birmingham, tous les effets de décentrement intellectuels qui ont été opérés, décentrement vis-à-vis de la culture, décentrement vis-à-vis aussi de la génération, la décennie d'après, Stuart Hall, vis-à-vis des problématiques ethniques, vis-à-vis des problématiques liées en fait à ce qui va devenir les questions de genre, qui émergent dans le courant des études féministes. 10 ans après, pendant les années 80, ça va émerger. Ça va émerger au moment où les études culturelles s'internationalisent, en passant d'abord évidemment par les anciens pays du Commonwealth, c'est-à-dire Amérique, Canada. Donc tous ces effets-là de migration culturelle, tous ces effets de décentrement intellectuel et culturel, l'Angleterre de 64 les a sous la fenêtre, et ajouter à ça, je disais, la fin de la décolonisation, c'est-à-dire quand même la rupture d'un cadre idéologique, culturel qui a dominé la conscience collective pendant plus d'un siècle, largement un siècle. L'apogée étant les fins de 19e, grosso modo. Pour la France, c'est à peu près le même calendrier. Disons avant la Première Guerre mondiale. L'apogée des empires coloniaux français et britanniques, c'est avant la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, elle va déjà marquer le coup. Et la deuxième, elle va liquider l'ensemble. Mais pour vous donner une idée, je vais complètement oublier ce chiffre, je le retrouve là dans mes notes, c'est pour ça que je vous le donne. À son apogée, donc autour de 1920, la couronne britannique a à peu près 400 millions de sujets. C'est-à-dire en gros un quart de la population mondiale d'alors. On n'est pas si nombreux. Entre 45 et 65, donc période de décolonisation, le nombre de personnes
assujettis à la couronne britannique, c'est-à-dire sujets de la reine, en l'occurrence, sans vivre au Royaume-Uni, donc qui vivent dans les ex-colonies, passe de 700 millions à 5 millions. La France, c'est un peu moins massif parce qu'il y a moins de population, et puis l'Empire est quand même moins vaste au plan territorial. Et parmi ces 5 millions restants, il y en a 3 millions à Hong Kong, qui est une enclave britannique jusqu'à une date récente. Vous savez, ça fait partie des deals de l'après-guerre, ça, justement. Macao, qui était aux Portugais, Hong Kong, qui était aux Britanniques, sont restitués à la Chine au-delà d'un certain nombre d'années. Mais pourquoi je vous indique ces chiffres? C'est pour vous donner une idée de la réduction drastique de ce que représentent les sujets de la reine. Voilà. Il n'y a plus personne, d'une certaine façon. Ça s'est dépeuplé presque du jour au lendemain. Donc, j'essaye de le dire avec un tout petit peu d'humour, mais c'est une situation qui est évidemment un traumatisme culturel majeur, et que l'Angleterre, en 1964, vient juste d'encaisser. Ça va amener quoi, ça? Comme par hasard, tout un ensemble de réflexions, Stuart Hall encore au centre du dispositif pour ça, qui vont porter sur des réflexions sur l'identité. C'est quoi être anglais? Vous voyez? Vous étiez 700 millions, vous êtes plus que 3 millions à Hong Kong et 2 millions dispersés ailleurs. Et voilà. Donc c'est quoi la question de l'identité? Elle émerge là. Et c'est une notion centrale dans ce que sont les études culturelles. Alors, identité de classe, d'abord, culture populaire, culture ouvrière, etc. Oui, mais au-delà, c'est quoi être anglais? Question qui va être amorcée au CCCS, à Birmingham, et notamment au travers des réflexions que Stuart Hall amène sur le racisme dans la culture anglaise. Et c'est de plein pied. Il y a quelque chose qui a été fait très tôt en Angleterre, suite à la décolonisation, qu'on n'a pas encore fait vraiment en France, puisque les Anglais, actuellement, ils ne sont pas mieux lotis, pas plus que les Autrichiens, vous avez vu ce week-end. Donc il faut... Voilà. Si tu veux la paix, prépare la guerre, disait déjà César. Ben, je crois que ça commence à sentir le roussi. Voilà, donc racisme dans la culture anglaise, mais ça peut aussi se décliner autrement. La culture... Oui. La disparition de l'Empire, qui va générer des mouvements migratoires aussi, mais fondamentalement la disparition d'un coup de cette identité anglaise qui était rule over the world, Britannia, c'est l'empire mondial. Voilà. Et d'un coup, vous n'êtes plus rien du tout en fait. Vous avez perdu 700 millions d'habitants, de sujets, oui. Elles le sont, mais vous voyez comment? Elles le sont de façon... Oui, mais je dirais même récente, relativement récente dans la culture. Il n'y a pas ce travail en 62 en France. Il n'y a pas ce travail. Or, peut-être parce qu'on n'a pas eu Stuart Hall, mais il y avait des intellectuels algériens, marocains, enfin, c'est pas qu'il n'y avait pas les gens pour. Peut-être qu'on n'avait pas les oreilles pour les entendre. Ça, c'est aussi possible. Que la relation, la décolonisation anglaise a été beaucoup plus... soft, ça ne veut pas dire qu'elle était meilleure, réussie partout, etc. Ils n'ont pas eu de conflit comme l'Algérie. C'est aussi un élément... Ça a été très violent quand même. La décolonisation française, elle est très violente. Il y a l'Indochine. On parle de l'Algérie, mais avant, il y a l'Indochine. Vous finissez la guerre de 40, vous avez quand même lutté, résistance au nom d'un certain nombre d'idéaux, de valeurs, etc. Qu'est-ce que vous faites? Première chose, même pas 10 ans après, l'Indochine, guerre coloniale, dans laquelle on a recyclé aussi des gens pas très sympathiques de l'époque de la collaboration, aussi, on n'en parle pas, des sujets tabous, qui sont levés par-ci, par-là, par un roman, par une BD, il y a des éclairages contemporains là-dessus. Mais première décolonisation, conflit, qui est la source
de la guerre du Vietnam après. Ça va mettre en fait 25 ans, la guerre du Vietnam. Elle commence avec les Français passent le relais aux Américains, parce qu'à Dien Bien Phu, ils se sont fait ridiculiser aussi militairement, et battre. Hein. Une fois que c'est fini en Indochine, ça commence au Maghreb, le Maroc, ça va à peu près, mais la Tunisie, ça va à peu près, mais l'Algérie, ça va pas du tout, ça devient une guerre civile. Après, au Maroc et en Tunisie, il n'y avait pas eu de colonisation. C'est pas le même statut territorial. L'Algérie est un département. Le Maroc est un protectorat, comme le Liban était un protectorat. C'est pas la même chose, et le mode de colonisation n'est pas le même. C'est-à-dire que la colonisation en Algérie, c'est une colonisation d'implantation, d'où le problème, en fait, au moment de l'indépendance. C'est-à-dire que les pieds noirs sont là depuis... comme vous l'avez, le problème, en fait, en Calédonie actuellement. Les gens qui sont installés en Calédonie depuis le 19e, je vous dis, là, on va finir là-dessus. Je reviens juste. Mais ce matin, moi, je viens d'Aix, donc je prends des gens en Blablacar, souvent le lundi matin. J'ai pris une dame qui est calédonienne, qui vient de Nouvelle-Calédonie, qui a vécu 35 ans là-bas. Donc elle n'est pas vraiment calédonienne. Elle a vécu à peu près mon âge, 2/3 de sa vie là-bas. Elle rentre suite aux événements. Bon. Mais c'est compréhensible que ça soit difficile quand vous êtes... votre culture, votre vie vaut d'une certaine façon racine, parce que des gens qui sont depuis 150 ans, ils ont des racines sur le territoire. Ils ne sont pas arrivés hier. Et qu'on revienne à une sorte d'affrontement qui est une polarisation quand même raciale, alors que le territoire de la Calédonie est une mosaïque ethnique. J'ai rarement vu ça dans ma vie, puisque vous avez évidemment des Mélanésiens, vous avez des Blancs, mais vous avez aussi plusieurs vagues d'immigration asiatique, des Javanais, donc des Indonésiens, des Japonais au début du XXe qui viennent pour les mines de cobalt, des Vietnamiens, la communauté vietnamienne est importante, vous avez des Polynésiens, Tahiti, Wallis, c'est un micmac ethnique absolument invraisemblable, la Nouvelle-Calédonie. Et ça se repolarise sur une question qui est quand même d'abord une question raciale, qui est recoupée par des questions économiques, par plein de choses. Mais c'est pas comme ça, c'est pas vrai que c'est noir d'un côté, blanc de l'autre. C'est beaucoup plus complexe. Et les gens qui sont au milieu, qui sont avec un grand-père tahitien, une arrière-grand-mère kanak, il y a même, pour faire le lien avec l'Algérie, la Nouvelle-Calédonie, c'est un territoire qui est au 19e pris par la France et on installe un bagne, comme en Guyane. Et comme les Anglais l'ont fait en Australie. Donc c'est une terre de relégation. C'est pas une terre de colonisation au sens où on va vraiment... D'abord, on y envoie les gens qu'on veut plus. Et qui est-ce qu'on veut plus en 1870 ? Eh bien, on veut plus les communards. Donc on envoie les communards. Mais on envoie aussi, puisqu'en même moment, il y a les grandes révoltes en Kabylie, on envoie aussi des Kabyles, on envoie aussi des Algériens. Et il y a une communauté, depuis le 19e, en Nouvelle-Calédonie, au milieu du Pacifique, de descendants, c'est pas des bagnards, eux, c'est juste des déportés politiques. J'ai découvert ça, je ne savais pas, un jour je me promène et je vois un cimetière avec une étoile. Je dis, tiens, cimetière musulman, Nouvelle-Calédonie, étonnant. Je suis allé voir, je me suis après documenté, effectivement, il y a... Donc, qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là ? Et le problème de l'Algérie, c'est ça, c'est que les colons, ils sont restés longtemps, ils sont faits souches. Combien d'histoires pieds noirs, les pieds noirs par les Arabes, enfin, ouais, c'est pas simple. Et je pense que ça, c'est moins le cas en Angleterre. Ils n'ont pas de conflit de décolonisation majeur de cette nature-là. C'est plus intelligent, peut-être aussi. C'est plus... Les colons ne sont pas restés aussi... Oh, non, il y a des gens qui sont restés. Il y a encore des Blancs qui s'appellent McCormick et qui sont Kenyans de nationalité. Vous voyez, donc c'est plus complexe. Mais ça s'est fait de façon moins dans la violence. Mais pourtant, c'est pas des tendres, les Anglais, dans les processus historiques. Ils sont pas faciles dans la négociation. Mais de fait, il n'y a pas eu de guerre, en fait. Il n'y a pas eu de guerre de décolonisation. Alors, les fins d'empire qui changent la façon dont vous vous représentez votre identité,
accompagner ou simultanément des mouvements migratoires liés à ces questions de décolonisation, ont amené des intellectuels eux-mêmes concernés, par exemple, comme Stuart Hall, par ces questions de migration, à réfléchir à ces marqueurs qui sont soit la présence tout simplement des idéologies dans les productions culturelles, soit à réfléchir de façon peut-être plus distancée, plus globale sur les problématiques d'altérité, d'identité, d'altérité, soit sur, je ne sais plus à qui on en parlait en commençant, ce qui s'appelle aujourd'hui le multiculturalisme. Et vous voyez bien que la réponse encore aujourd'hui qu'apportent les sociétés anglo-saxonnes à la question migratoire, la constitution des communautés, etc., elle repose plutôt sur la notion de multiculturalisme qu'en France, où on ne veut pas en entendre parler. Regardez le discours politique, c'est désastreux. Enfin, pour moi, c'est un crève-cœur absolu d'entendre ça encore aujourd'hui. Bien entendu qu'on est une société multiculturelle, mais c'est tellement évident. Non, il ne faut pas. Pour quelle raison ? Parce que vous retombez sur ces problématiques-là. Vous retombez sur des perceptions, des conceptions, des représentations idéologiquement déterminées, surdéterminées par un contexte politique en Europe qui est problématique actuellement. Et par quoi ? Et par des mouvements migratoires aussi puissants que ceux des années 60. Et c'est pas prêt de s'arrêter. C'est ça qu'il faut aussi comprendre. Parce que l'Europe est touchée par des mouvements migratoires qui viennent principalement d'Afrique, blanche ou noire, peu importe, mais il y a des tas d'autres endroits dans le monde où il y a des mouvements migratoires massifs pour des raisons contre lesquelles on ne peut pas faire grand-chose. Quand les États insulaires du Pacifique seront complètement sous l'eau, on va faire quoi ? On va laisser les gens sur des radeaux. Vous voyez ? Bon. Donc, voilà, le contexte est... Contexte veut dire pourquoi les objets d'étude ? Pourquoi est-ce qu'ils se sont mis à s'intéresser au reggae, au ska, aux dreadlocks, à que sais-je ? Je suis en train d'essayer de vous donner des éléments de compréhension. Parce que c'est une perception, et c'est une perception plus active, je dirais, que celle qu'on a peut-être eue en France, qui a consisté longtemps à ne pas vouloir voir, justement. C'est une perception plus active, plus immédiate aussi, et plus intégrative, sans doute, des éléments qu'apportent justement les déplacements, je dirais au sens très général, ce que j'appelais les décentrements tout à l'heure, culturels, intellectuels, liés à cette époque, c'est-à-dire, encore une fois, aux fins d'empire et à tout ce qui s'en est suivi. Donc il y a un vrai glissement culturel qui est à l'œuvre. Je crois que ça, excusez-moi, je n'ai pas l'habitude de faire ça, mais je crois que c'est justement pour la réception. Oui ? Allô ? Bonjour, c'est la table de Tana. Bon, je vous rejoins dans 5 minutes. Je suis... Je suis juste devant le bâtiment H. Eh bien, en face... Là où il y a les machines à café. Voilà, il est rouge, vous entrez, c'est le rez-de-chaussée, là, c'est là où il y a une sorte de bar de comptoir. Sur la droite, j'en vois Amphi, là. Amphi à 3. Alors non, tout droit. Vous traversez le patio, vous avez les grandes portes en verre, et c'est juste derrière les portes en verre, c'est dans cet espace-là. Allez, super, je commence à descendre. Merci à vous. Bon, je vous invite à l'apéro. Bref, voilà. Alors, pour juste conclure, effectivement, ils ont beaucoup plus tôt voulu, en fait, rendre visible ce qui était en train de se passer, je crois, dans leur expérience culturelle, qu'on a pu vouloir le faire en France. En tout cas, on va reprendre là la semaine prochaine avec quelques incursions du côté, cette fois non pas des situations politiques et idéologiques, mais des productions culturelles de 1964. Donc si vous aimez les Beatles, les Kings, les Stones ou les Who, vous pouvez être heureux, je vous en ferai écouter quelques minutes. Voilà. Merci, et puis peut-être à tout de suite. Si vous avez des obligations, bien sûr, vous êtes tout à fait libre.